Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie, comme chaque dimanche soir, pour parler football dans votre émission Canal Foot. Et au sommaire de ce 20e numéro de la saison, on reviendra bien évidemment en long et en large sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Et on connaît les affiches des demi-finales avec Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, RDC, Congo. On a assisté à des quarts de finale assez spectaculaires durant le week-end. On parlera de la Ligue 1 aussi avec ce match de la mise à jour du championnat de Ligue 1 et le CRB Louisette qui s'incline à la surprise générale du côté d'Al-Biyad face au MCEB local de Buza. Et cela fait les affaires du Mouloudia d'Alger qui prend donc le large au classement de la Ligue 1. Et on terminera par la Coupe d'Algérie. Là aussi, on va dire la logique a été respectée puisque les gros clubs ont gagné et pas de surprise donc à l'issue de ces 32e de finale pour le moment. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau un ancien joueur du CRB Louisette, apprécié par les supporters, par on va dire les puristes du football algérien en général. Nordine Gazi. Nordine, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation à Texas. Bonsoir Saïd, bonsoir les amis, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et merci pour l'invitation. Et on remercie Nordine Henni aussi, puisqu'il est derrière moi. Exactement. Et j'étais heureux, en tout cas, quand Nordine Henni m'a parlé de vous. Je lui ai dit, Nordine Gazi, on le prend tous les jours. Merci beaucoup, Nordine. À vos côtés, on retrouve Mzien Eril. Mzien, bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très content de retrouver notre ami Nordine. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. C'est l'occasion. Nos émissions, c'est l'occasion. Aussi prêt, bien sûr, à parler du foot. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous regardent. Merci Mzien. Et de l'autre côté de la table, nos deux consultants aussi, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir nos amis téléspectateurs. À notre ami aujourd'hui. Mais bien sûr, la famille du football est immense en Algérie, de toutes générations confondues. Bien sûr, moi je parle des générations, la mienne, celles qui ont suivi par la suite. On n'a même pas besoin de le présenter, mais pour cette nouvelle génération, c'est vrai. Il faudrait qu'ils sachent qui est Nounou, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Parce que, bon, je vais continuer avec évidemment notre ami Djilali Touzi. Djilali, bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonsoir Saïd, Abdelnour, Cheikh Mzien, et bonsoir à l'un des meilleurs joueurs du championnat que l'Algérie a enfanté en football. C'est vrai, Valdano, on l'appelait Valdano. Surnom, effectivement. Et justement, j'allais rebondir à Abdelnour. La génération actuelle peut-être ne le connaît pas assez bien évidemment puisqu'il a joué Nordine Gazi surtout dans les années 80-90, sauf que les supporters du CRB, même ceux qui ne l'ont pas vu jouer, l'apprécient beaucoup. J'ai pu le constater au cours des matchs que j'ai couverts du CRB. Souvent on parle de Nordine Gazi, Nono, le fameux Nono, et ça fait plaisir en tout cas quand on n'est pas oublié. Sans oublier de dire qu'il était international également. Effectivement. Donc, et très souvent buteur par le passé. Avec ça, en tout cas, et vous êtes chez vous à l'aise. On est en famille. Là. On est en famille. Personne ne nous regarde. En tout cas, on est Benatna et on va parler football entre nous. Merci à Texahan Nordin. Et sans plus tarder, on va commencer par la rubrique, notre première rubrique, celle de Abdelnour Kawa. Les 3 points de Abdelnour de retour. Abdelnour, qu'est-ce qui vous a marqué durant cette semaine écoulée? Coupe d'Afrique oblige, donc nous sommes en train d'assister à une très très belle Coupe d'Afrique. Je voulais juste signaler que parmi les demi-finalistes de cette Coupe d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud et la République du Congo, il faut rappeler que ces deux entraîneurs étaient entraîneurs en Algérie. Hugo Bross était entraîneur de la GSK, il avait été limogé. Et Sébastien de Sabre a passé quelques semaines, grosso modo, à la GS Saoura. Et il a été également remercié. Et là, on les retrouve dans deux nations qui n'étaient pas évidentes au départ. Bon, même si l'Afrique du Sud était un peu plus connue sur le plan continental,
Mais l'Afrique du Sud et la République du Congo se retrouvent demi-finalistes grâce à ces deux entraîneurs. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. En deuxième, il y a le mercato hivernal. On retrouve encore une fois Slimani qui a voyagé beaucoup depuis sa début de carrière. Il avait commencé, je pense, au Portugal. Et il a pas mal voyagé. Aujourd'hui, il se retrouve au FC Malines en Belgique. Bon, j'espère qu'il va pouvoir donner à ce club son expérience et surtout des buts. Et enfin, Benrahma qui se retrouve à Lyon. C'est un bon challenge pour lui. Je pense qu'il fera parler de lui pendant les matchs retour. Et enfin, en troisième position, moi j'en avais parlé déjà à l'issue des matchs de poule. On a vu un gardien qui a marqué un peu cette Coupe d'Afrique, c'est Williams, le gardien de but de l'Afrique du Sud, et qui hier a fait une prouesse qui n'a, à mon sens, qui n'a jamais été égalée dans les tirs au pénalty sur les séries. Il arrive à arrêter 4 pénaltys sur 5. Je crois que c'est une performance extraordinaire. C'est un record en phase finale de Coupe d'Afrique déjà. Déjà, peut-être même au niveau mondial. Moi, je n'ai pas souvenir d'un gardien qui, au cours d'une série de pénaltys, a pu arrêter 4 pénaltys sur 5. C'est vrai. Et il a été d'un grand apport. On dit généralement le gardien de but c'est 50%, mais lui il a un peu plus. Absolument. On peut aller jusqu'à 70%. Et au-delà de la séance fatidique des tirs au but, c'est surtout son arrêt juste avant le coup de sifflet final du match face aux joueurs capverdiens. Donc il arrête. Il faut signaler que c'est le gardien de Mamelodi Sundowns depuis une saison. C'est la deuxième saison qui se retrouve là. Il était dans un petit club au niveau de l'Afrique du Sud. Je pense qu'il ne va pas rester... il a 32 ans. 32 ans, il peut encore faire quelques années. Bon, je pense qu'il aura peut-être l'occasion d'aller jouer ailleurs qu'en Afrique du Sud. Très très bien, merci Abdelnour. On passe sans plus tarder à la CAN. Voilà, je parlais à Nordin Gassi. Voilà. Il faut être fixé sur moi, Agda, et avec Saha Nordin. Alors, on commence avec la CAN, je le disais, et les matchs des quarts de finale. Donc, ils se sont disputés durant le week-end. On va revenir sur ces matchs avec Riyad Belkhedim dans ce sujet. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont désormais rendu leur verdict. Ils ne sont désormais plus que 4 à pouvoir prétendre soulever le trophée suprême dimanche prochain lors de la finale de cette CAN 2023. Hier soir, la Côte d'Ivoire a bataillé ferme pour éliminer le Mali. Au bout d'interminables prolongations, la Côte d'Ivoire a finalement battu les Aigles du Mali. À 10-11 et à la dernière minute des prolongations, après un score de 2-1, elle se qualifie pour ses demi-finales et affrontera la République démocratique du Congo, vainqueur devant la Guinée, 3-1. Un but d'Oumar Diakité à la 120e minute de jeu a fait exploser le stade de la Paix à Bouaké, et tel un phénix qui renaît de ses cendres. Après être quasi éliminé dès le premier tour, les éléphants seront repêchés, battre en 8e le final le champion d'Afrique, le Sénégal, avant de battre miraculeusement le Mali. Dans le dernier quart de finale et au bout de la séance de tir au but, que l'Afrique du Sud et son gardien héroïque Ronwen Williams, qui arrêta 4 tirs au but sur 5 lors de la séance fatidique, un record, et une séance fatidique pour l'excellent Cap-Vert. Les Bafana donc s'adjugent le droit d'affronter l'un des grands favoris, le Nigeria. Le Nigeria qui est venu à bout très facilement d'une très belle équipe de l'Angola. Un but a suffi aux Super Eagles qui ont surclassé leur adversaire et qui filent direct vers la demi-finale. Cette magnifique Coupe d'Afrique des Nations ivoirienne n'en finit pas de nous surprendre et de nous éblouir. Le spectacle sera encore au rendez-vous, alors notez sur vos agendas les demi-finales, une francophone
et l'autre anglophone vont se disputer le même jour, mercredi prochain, 7 février. Le Nigeria croisera le fer avec l'Afrique du Sud à 18h, alors qu'à 21h, la Côte d'Ivoire jouera face à la République démocratique du Congo. Bien malin celui qui se risquerait à un pronostic. Alors, on est de retour sur le plateau. Merci à Riyad Belkhadim pour ce sujet. Donc, il est revenu globalement sur cette CAN et ses quarts de finale. Nordine Gassi, justement, comment avez-vous trouvé le niveau de cette CAN jusque-là? Il y a eu pas mal de surprises. Comment jugez-vous cette CAN? Non, la CAN a un niveau très élevé. Le niveau il est très relevé. Il y a eu beaucoup de surprises aussi. La logique n'a pas été respectée. Il y a même aussi l'arbitrage. Parfois contesté. Ah oui. Il y a des matchs où, même avec le VAR, il y a toujours des problèmes. C'est vrai, il y a eu des... le VAR, il est géré aussi par un être humain, hein, donc c'est parfois, on peut, on va dire, prendre les décisions qu'on veut au final, hein, donc notamment par rapport mais il y avait des fautes qui n'ont pas été sifflées, c'est ça le problème. Et d'autres qui ont été sifflées. Pas la peine de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec l'équipe d'Algérie notamment. Monsieur Nérid, justement la semaine dernière sur ce même plateau, il y a eu presque une unanimité ici pour dire que c'est bon, les surprises, il n'y en aura plus, notamment à partir des quarts de finale. Mais on voit que justement, il y a toujours des surprises avec déjà cette qualification de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. L'élimination, plutôt la victoire, puisque c'est une victoire et la qualification de l'Afrique du Sud et devant le Maroc et hier donc face au Cap-Vert. Voilà. Cap-Vert. Là aussi, on s'attend à des surprises, peut-être même en demi-finale, puisque le Nigeria, l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, ADC Congo, on peut s'attendre à tout. Hein. Enfin, c'est vrai que pour le début de la compétition, il y a eu assez de rebondissements. On donnait favori à un certain nombre d'équipes qui malheureusement n'ont pas été jusqu'au bout. Par contre, d'autres qui ont épaté par le progrès qu'elles ont réalisé depuis toutes ces dernières années. Donc, parfois on a l'impression, comme ça, si on vous demande avant un match de donner un pronostic entre X et Y, généralement on se réfère un petit peu à l'historique d'un pays ou au nombre de joueurs connus qu'il recèle, etc. Mais en fait, cela n'a plus d'importance. Je crois que les collectifs et la bonne adaptation sur le plan physique des joueurs de certains pays ont fait la différence. Donc aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de grands pays, de petits pays. Sur un match, tout est possible et ça a été le cas durant cette CAN. En attendant d'avoir avec nous dans quelques instants Nordine Bouachira, l'ex-adjoint d'Aliou Cissé au Sénégal, victorieux de la CAN 2021 avec le Sénégal. Abdelnour Kawa, justement, on va parler de ce match Côte d'Ivoire-Mali, déjà disputé hier. Et quel suspense et quel rebondissement en fin de match. La Côte d'Ivoire à 10 à la 43e minute, qui parvient à égaliser à la 90e minute avant de l'emporter avec un but, une magère en toute fin de partie, donc à la 120e minute. Déjà le fait qu'ils aient pu égaliser dans les temps morts des 90 minutes, c'était à la 97e, 98e minute, c'était déjà un exploit. Et de là à aller marquer le deuxième but tout en fin de la deuxième prolongation, c'est encore un super exploit. Donc moi au départ, bien sûr, on a parlé des parieurs, de donner des pronostics. C'est vrai que quand on voit en qualité de football, on voit une équipe du Mali qui pratique un des plus beaux footballs qu'on ait vu depuis le début de cette CAN. Mais par contre, chez les Ivoiriens, ce que l'on a vu déjà contre le Sénégal, qui a été détenteur bien entendu de la Coupe d'Afrique précédente,
On a vu une équipe, même si au niveau de la qualité des joueurs était peut-être un peu moindre que celle du Sénégal, mais cette équipe de Côte d'Ivoire, d'abord, a échappé miraculeusement. Elle aurait dû être éliminée. C'est pratiquement grâce au Mozambique qu'ils ont pu se qualifier, donc ils reviennent de très très loin. Et pendant cette Coupe d'Afrique, on n'a jamais vu, dans l'histoire du football, on n'a jamais vu un entraîneur avoir été limogé en pleine compétition. Donc la preuve, c'est que ça leur a fait peut-être du bien. Là, ils arrivent en demi-finale. Donc pour revenir au match d'hier, je pense qu'ils ont réalisé un deuxième exploit. Le premier exploit, c'est contre le Sénégal. Et là, comme vous l'avez dit, à 10, pendant plus de 75 minutes. Certains les voient pratiquement intouchables après leur qualification extraordinaire, non, j'ai envie de dire. Ça reste une équipe qui n'est pas la meilleure équipe du tournoi. Mais quand on est joueur et on a... Mais ce qu'on a remarqué hier, on a les étoiles quasiment mais ce qu'on a remarqué hier chez cette équipe-là, c'est un peu toute la rigueur défensive de tous les joueurs, même en étant à 10, le Mali n'a pas trouvé de solution pour pouvoir détourner cette défense. Comment l'expliquer? On parlait tout à l'heure de la jeunesse de l'effectif. Voilà, il y a la jeunesse contre l'expérience. Et tout à l'heure avec nous, on parlait d'expérience et tout. L'expérience ne s'étudie pas, elle se vit. Donc ça, c'est dans leur processus de formation. Ils ont joué contre une équipe qui a beaucoup d'expérience, qui a des joueurs très expérimentés, qui ne sont pas à leur meilleur niveau. Mais on a vu quand même un Cameroun, pendant tout le match, être volontaire, se sacrifier, être collectif. Donc toute la panoplie. Bon. Et puis au plus, il y a l'efficacité, le réalisme. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Pour le peu d'occasions, sur 3 occasions qu'ils ont eu nettes, ils ont réussi à marquer 2 buts. Donc c'est ça la positivité. Vous avez quelque chose à... Enfin, moi, pour ce match-là, je crois que c'est vrai tout ce que disait Abdelmour concernant les qualités, en tous les cas morales et physiques de l'équipe de Côte d'Ivoire sont là. Mais en fait, je crois que c'est le Mali qui s'est fait éliminer lui-même. Il n'a pas su réagir à une situation le Mali rate un pénalty aussi. Et puis, à un moment donné, il n'a pas trouvé de solution. C'est ça. La Côte d'Ivoire a joué sur ses qualités. À un moment donné, elle n'avait plus d'autres moyens que de balancer les ballons devant avec un attaquant grand qui protégeait bien sa balle, qui remisait. Donc c'était le jeu direct pour gagner d'abord du temps. Et là, le Mali ne s'est pas adapté. D'ailleurs, je crois que l'entraîneur ou le sélectionneur à la fin, ils ont peut-être réagi en retard, mais ils sont évolus beaucoup parce qu'il avait véritablement le match en main, mais il n'a pas pu réagir. Sur le match Cap-Vert-Afrique du Sud, 6-0 partout, c'est vrai que pendant le match, les 90 minutes, on s'est un peu ennuyé, il faut le dire. Peut-être vers la fin, il y a eu un sursaut d'orgueil de la part des deux équipes, mais j'ai trouvé une prolongation assez bonne, avec un rythme physique assez important. Moi, j'ai été étonné de voir les joueurs à la 115e, 116e minute courir comme si le match venait de débuter quasiment. Au final, donc, on a parlé de l'importance du gardien, donc Williams qui a guidé son équipe à la qualification. Djeleli Touzi, est-ce que vous voyez cette Afrique du Sud partir loin, aller loin plutôt dans cette CAN, alors qu'elle aura à affronter l'Afrique du Sud, le Nigeria, lors des demi-finales? Bon, pour ce qui est du match d'hier, c'était un match équilibré. Donc, deux équipes qui pratiquement ils ont le même niveau. À la différence de cette équipe de l'Afrique du Sud, qui peut-être physiquement, ils étaient plus aptes, ils étaient plus présents. Et ça se comprend, c'est par rapport au nombre de joueurs qui jouent dans leur championnat. Donc, c'est ça la différence, elle s'est faite sur ce plan-là. Bon, c'est pas fait sur ce plan-là, puisqu'il y a eu 0 partout. La différence mais sur le plan, avec un gardien de but qui a su arrêter 4 pénaltys. Mais sur le match réellement, le Cap-Vert à la 90e minute aurait pu tuer le match, gagner. Même cette équipe de l'Afrique du Sud n'a pas fléchi physiquement, même jusqu'en prolongation. Je suis d'accord, mais peut-être la différence, elle s'est faite sur ce plan-là parce qu'il y avait en face une équipe très technique, habilité technique qui pouvait dans la possession, dans les intervalles, une équipe qui savait jouer dans les intervalles.
je ne suis pas technicien, mais je rejoins un petit peu Abdelnour dans ces 3 points quand il parle de l'importance du gardien de but, parce qu'on a parlé du gardien Williams, même le gardien du Cap-Vert, il est bon, hein, il fait quelques arrêts dans le match. La différence est jouée sur ce poste de gardien de but. Le match pouvait se basculer d'un côté comme de l'autre. C'était un match. Mais il y avait 2 bons gardiens. 2 bons gardiens et 2 bonnes équipes aussi. Peut-être la différence, elle s'est faite au tir au but. Et avant de revenir vers vous, messieurs, on a en ligne l'entraîneur, l'ex-entraîneur en tout cas de l'équipe du Sénégal, Nordine Bouachira, qui était avec nous il y a quelques semaines de cela sur ce même plateau. Nordine, bonsoir, merci d'être avec nous. Évidemment, vous avez une certaine expérience en Afrique, et notamment avec votre passage avec le Sénégal, je vais le redire évidemment, hein, champion d'Afrique en 2022 avec les Lions de la Teranga. Quel regard portez-vous sur cette CAN, Nordine, alors qu'on va aborder les demi-finales dans quelques jours? Bonsoir à tous, merci Saïd de cette invitation. Comme mes collègues le disaient, c'est une CAN de très haut niveau, dans la mesure où on assiste effectivement à des surprises, mais depuis de nombreuses années, à chaque compétition, on dit qu'il y a de plus en plus de surprises et qu'il y a de moins en moins de petites équipes. Et donc je dirais aujourd'hui que le niveau en Afrique s'élève, et s'élève dans tous les pays. Et donc ce qui fait qu'à l'abord d'une compétition qui se déroule comme ça au mois de janvier, donc dans un calendrier qui n'est pas toujours évident pour les joueurs de haut niveau, où toutes les équipes ont peu de temps de préparation, parce que je le rappelle, hein, aujourd'hui les équipes nationales ont rassemblé leurs joueurs le 2 janvier, c'est-à-dire à peu près 8-9 jours avant les premiers matchs. Donc on assiste à une certaine homogénéité du niveau et effectivement à de grosses surprises. Ensuite, moi je dirais que les grosses équipes ont fait preuve, je dirais, de quelque part de suffisance, parce qu'elles n'ont pas pris le jeu à leur compte. On n'a pas vu, à part le Mali, et le Mali qui a aujourd'hui un gros milieu de terrain avec son milieu en losange, etc. Le Sénégal, dans la première phase de tour, peu d'équipes ont pesé sur les matchs et ont fait la différence par le jeu. Alors il est vrai qu'il y avait des matchs à 14h avec une forte chaleur, une forte humidité qui empêchaient d'avoir du spectacle et qui nivelaient la valeur des équipes. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas vu d'équipe imposer un style de jeu, un projet de jeu basé sur la possession. Et on voit d'ailleurs qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, ce sont souvent les équipes qui n'ont pas le ballon, qui n'ont pas la possession, qui mettent en place un jeu direct, qui mettent en place des jeux de transition avec des attaquants rapides qui ont le dessus sur leurs adversaires. Nordine, justement, je le disais, hein, vous étiez au plus près de cette sélection du Sénégal. Avant de parler de son élimination au bout des 8e de finale face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, je voulais justement revenir avec vous sur la CAN remportée par les Sénégalais il y a 2 ans. Vous étiez dans le staff, je le disais. Je me rappelle que ça a été compliqué pour le Sénégal à ce moment-là au Cameroun, notamment au premier tour. Le Sénégal termine la phase de groupe avec 5 points, hein, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait. On avait terminé le premier tour avec 5 points. On avait été très touché par le Covid. Et donc, ce qui, dans un premier temps, était un point négatif pour nous, c'est-à-dire de ne pas aligner nos joueurs majeurs et donc de faire débuter des joueurs qui auraient eu, en temps normal, peu de temps de jeu, ça a été une force pour nous dans la mesure où ensuite, tout le monde a participé à cette CAN. Je crois qu'il n'y a eu qu'un joueur qui n'a pas joué lors de cette CAN. Et justement, je pense qu'un des facteurs de la victoire du Sénégal lors de la dernière édition, c'est le fait que l'ensemble des joueurs aient participé, que l'ensemble des joueurs puissent être fédérés et participer, de ne pas avoir à jouer les 7 matchs, parce qu'on sait très bien que cette compétition est très longue. Et donc ça nous a plutôt servi. Oui.
Justement, comment l'expliquer, cette élimination du Sénégal au bout des huitièmes de finale? Pourtant, le Sénégal, on va dire, partait largement favori. 3 victoires en 3 matchs lors de la phase de poule. Peut-être, malheureusement pour le Sénégal, cette équipe a hérité du pays hôte. Peut-être elle ne s'attendait pas à jouer la Côte d'Ivoire. Mais même lors de ce match, le Sénégal pouvait gagner cette partie et a dû se contenter du match nul jusqu'à cette séance fatidique des tirs au but qui a souri aux Ivoiriens. Moi, je fais le même constat que Méziane par rapport à la confrontation Côte d'Ivoire-Mali. Je rappelle que le Sénégal menait au score au bout de 4 minutes de jeu, qu'ils ont eu des opportunités, la possession du ballon, mais ils n'ont pas su tuer le match. Pour le Mali, Nordine, pour le Mali, on a évoqué la jeunesse de l'effectif. Ce n'est pas le cas pour le Sénégal, qui a un effectif assez expérimenté. Pour moi, ce n'est pas une question de jeunesse. Je pense que, alors bien sûr, la Côte d'Ivoire a gagné le match. Et je pense que, comme le disait mon Méziane, que c'est le Mali qui a perdu ce match-là. Comme c'est le Mali comme c'est le Sénégal qui n'a pas fait le nécessaire pour remporter le match contre la Côte d'Ivoire et qui s'est arrêté de jouer après ce premier but. On a vu une équipe sénégalaise emprunter, on a vu une équipe sénégalaise qui a défendu et qui n'était pas à l'image de ce qu'elle nous avait donné lors de cette phase de groupe, où je rappelle, elle avait marqué plus de 8 buts, elle s'était créé beaucoup d'occasions, etc., etc. Et on a vu une autre image de cette équipe sénégalaise, comme on a vu qu'une équipe malienne qui n'a pas su gérer les 10 dernières minutes et qui n'a pas su gérer la fin de son match, et ce qui l'a amené à toujours donner espoir à son adversaire. Et quand vous donnez de l'espoir, même réduit à 10, parce qu'il faut savoir qu'on pense toujours qu'une équipe qui est réduite à 10 va avoir beaucoup plus de difficultés pour gagner un match. Et une équipe qui est réduite à 10, elle va s'organiser pour justement défendre, poser encore plus de problèmes. Et on le sait qu'en Afrique, on a toujours un attaquant dans une équipe qui va très vite. On sait qu'en Afrique, on va pas pouvoir mettre en place un jeu direct pour trouver un attaquant très rapide, comme vous prenez le Namibien Chaloulilé, vous prenez Wissa en RDC, etc. Et à n'importe quel moment dans un match, la différence peut se faire. Un dernier mot, Nordine, sur les demi-finales, vos pronostics. Comment voyez-vous ces 2 matchs, Nigeria, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, RDC, Congo? Comme les quarts de finale, on a bien vu que c'était des matchs très 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 serrés qui se jouaient dans les dernières secondes, à la dernière minute, qui se jouaient au penalty. On peut penser encore une fois que le Nigeria, au regard je ne dirais pas de son collectif, mais de ses individualités, de son attaquant, qui va pouvoir aller au bout. Mais encore une fois, on n'est pas au bout de nos surprises. Vous avez des équipes comme la RDC aujourd'hui qui a une grande stabilité défensive et qui peut baser ses prochaines rencontres là-dessus. Vous avez la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a une croyance forte qui est de dire on peut gagner dans les dernières secondes. Ça fait 2 fois qu'ils le font, et donc de pousser leur adversaire dans les derniers retranchements. Encore une fois, chaque match a sa vérité. Merci Nordine, merci à vous d'avoir été avec nous et bon courage. Je sais qu'il y aura, en principe, on ne va rien dire pour l'instant, un projet en vue avec un pays asiatique d'ici quelques jours. Espérons que ça aboutisse et à très très bientôt Nordine. Au revoir. Merci, à très bientôt, au revoir. Merci Nordine. Donc voilà, vous l'avez écouté, messieurs. Ziane, vous étiez assez d'accord avec ce que disait notre ami Nordine? Oui, tout à fait. Je crois que le Mali, sur ce match-là, franchement, si on doit parler de ce match, je crois qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas su réagir. En fait, le sélectionneur n'a pas réagi à une situation où il avait véritablement un avantage. Il menait 1-0. Là aussi, l'entraîneur manque d'expérience. Ils avaient un élément supplémentaire. Et puis, bon, ils tenaient le match comme il se devait. Mais après, bon, ils se sont égarés. À un moment donné, dans les 10 dernières minutes, il fallait procéder peut-être à une autre réorganisation sur le plan défensif, chose qui n'a pas été faite, et ça a donné ce que ça a donné, une élimination avec beaucoup de regrets certainement du côté malien.
Nordin Ghazi, on va revenir sur les matchs disputés vendredi avec le Nigeria qui a fait le job, on va le dire, face à l'Angola, même si l'Angola, là aussi, belle surprise de cette CAN, mais qui a dû s'incliner face aux Super Eagles. On va dire le Nigeria, là aussi, une grosse équipe durant cette CAN. Pour cette CAN, le Nigeria, c'est pas le Nigeria d'avant. C'est vrai. Ça se voit. Ils ont des intentions d'aller jusqu'au bout. C'est une très très bonne équipe sur tous les plans. Et pourtant, avant la compétition, on peut miser sur cette équipe. Mais de match en match, on voit que le niveau, voilà, c'est ça. Mais franchement, je les vois. Vous êtes séduit par leur jeu. Capables d'aller jusqu'au bout. Cette équipe du Nigeria vous plaît. Abdelnor, la Guinée qui a perdu, la Guinée qui affrontera l'Algérie au mois de juin prochain pour le compte des éliminateurs de la Coupe du Monde, a perdu donc face au RDC Congo. Là aussi, ça fait un match assez équilibré, peut-être un penchant vers cette équipe du RDC Congo qui a une défense assez solide avec Chancel Mbemba, même si celui-ci a été fautif sur le penalty, mais on sent c'est aussi une équipe du RDC bien compacte, bien structurée. Et puis la différence qu'il y a eu entre la Guinée et la République du Congo, c'est un peu l'impact physique. C'est vrai. Là, on a senti on sent que le Congo, bon, on ne va pas parler de rouleau compresseur, mais l'impact physique qu'il impose à ses adversaires est très important, et c'est là où ils font la différence. Quand on revoit non seulement sur les balles aériennes, sur les tacles, surtout sur les deuxièmes ballons. Donc c'est une équipe. Et puis en plus, moi ce que j'ai apprécié chez le Congo, c'est un peu cette rigueur tactique également. Ils ne font pas n'importe quoi, ils restent organisés. Vous avez parlé de De Sabre, l'entraîneur français. Ce sont deux entraîneurs, même bon, quand on voit un peu, c'est à peu près pas le même schéma, mais la même organisation de discipline. Ils se réorganisent très très bien dès qu'ils perdent le ballon, tout le monde revient à sa place, les milieux de terrain reviennent donner et les défenseurs, même les attaquants travaillent. Donc la Guinée c'est un peu, moi j'ai comparé, toute proportion gardée, la Guinée je la compare un peu au Mali parce que c'est une équipe également où il y a beaucoup de jeunes et qui sortent des centres de formation. Il y a un peu la naïveté également. Donc c'est une équipe qui va énormément progresser lors des prochains tours, au même titre que le Mali. Mais je pense que le Congo a beaucoup plus d'expérience et mérite pratiquement leur qualification. Chose au départ, on avait donné un peu plus de chance à la Guinée, vu la qualité du football qu'ils ont, mais au final, on voit que physiquement, il y a le physique, le mental joue un rôle énorme dans cette Coupe d'Afrique. On va aborder ces demi-finales, Djilali Touzé, avec ce premier match, donc mercredi 7 février à 18h. Match qui opposera le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Comment voyez-vous cette partie ? Donc déjà, c'est deux styles différents. Cette équipe du Nigeria qui c'est un groupe très solide, même c'est des joueurs très techniques. Donc il y a cet amalgame entre physique en même temps technique. C'est une équipe qui a beaucoup progressé avec l'apport du technicien portugais qui a fait un énorme travail. Donc je dirais peut-être le Nigeria part avec les pronostics d'un favori, mais il faut faire attention à cette équipe de l'Afrique du Sud qui parfois elle oblige. Elle essaie d'amener ses adversaires jusqu'aux prolongations, parce qu'ils sont... C'est une défense intraitable, mis à part une défaite face au Mali, je crois 2-0, ils n'ont pas encaissé lors de cette CAN. C'est un bloc équipe très compact. Les Nigériens ont encaissé qu'un seul but également. Voilà, ils ont un bloc équipe très compact, ils savent comment en parlant de défense, est-ce qu'on va assister à un match fermé selon vous ? Non, je ne pense pas. Je pense que la différence va se faire sur l'équipe qui sera présente sur le duel. Et l'équipe qui sera la mieux déterminée, l'équipe qui en veut le plus, et ça va se jouer, je pense que les deux équipes seront déterminées. On ne joue pas à une demi-finale chaque année. Ça va peut-être se jouer sur un détail.
C'est certain. Le deuxième match, Côte d'Ivoire, RDC Congo, 21h. Là aussi, Mzenéril a un beau match en perspective. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire qui jouera une nouvelle fois, bien évidemment, devant son public. Là, logiquement, cette équipe partira favorite face aux Congolais. Mais attention à cette équipe du Congo. Enfin, on assiste véritablement. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est véritablement la sélection qui. Un rebondissement. Elle est menée, elle revient, et puis elle gagne dans les dernières minutes. Enfin, il y a plein de rebondissements dans leur match, et en ce moment, ils sont sur un nuage. Quand on est joueur et quand on voit que tout est avec nous quasiment, se sent invincible selon vous? En fait, tout est avec eux. Ils ont provoqué qualification tout ça. quand même, se qualifier. Il y a un peu, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a une main derrière tout ça, mais enfin, ils ont provoqué. Ils ont bossé pour y arriver. Ils ont cru surtout. Il faut avoir une force mentale extraordinaire pour ne pas. Et à 10, s'il vous plaît, parce que s'ils étaient contre 11, malish. Là, on va dire. Mais moi, je ne voyais pas du tout cette équipe ivoirienne revenir dans le match. Bon, ils sont revenus, ça veut dire qu'ils ont un mental, ils vont jusqu'au bout. Et puis, bon, ils ne voudront certainement pas revivre les mêmes émotions. Donc, cette fois-ci, ils sont avertis, même s'ils sont sur un nuage, ils vont faire très attention de ne pas sombrer. Donc, là, ils vont prendre le match, parce que c'est le match qui va leur ouvrir les portes de la finale. Donc, moi, je pense en tous les cas, sur le plan, ils ont le potentiel, la Côte d'Ivoire. Ils ont un bon groupe, mais parfois, il y a des excès dans le jeu. Parfois, ils gardent trop le ballon, certains gardent trop le ballon. C'est compliqué quand on change un entraîneur en cours de route. Tout à fait. Donc, mais là, le jeune entraîneur, je crois qu'il a une bonne relation avec ses joueurs. Moi, je les vois quand ils marquent. Mais on sent que ça manque d'expérience, notamment dans le coaching et tout. Même si parfois il a des hésitations, c'est clair. Il a des hésitations. Il a des hésitations. Mais enfin, je crois qu'il y a surtout le cœur et la volonté. Le public, est-ce que le fait de jouer à domicile maintenant, le public leur est acquis à 100%. Pourquoi je vous parle du public, Lucien? Je vais revenir avec vous sur aussi les précédentes éditions. Par exemple, lorsque l'Algérie remporte en 2019 la CAN, l'Égypte, archi favorite, la sélection égyptienne, se fait éliminer au terme des huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud. Ça a été une surprise énorme. Pareil pour le Cameroun, éliminé très tôt dans la compétition. Pareil pour les précédentes éditions. On sent cette pression du public parfois qui hante un petit peu les joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai que ça pèse un peu. On les sent quand même. Parfois, on les sent dans une pression un peu négative. Mais enfin, ça peut aussi être un déclencheur de motivation. Ce quand on égalise revenir comme ça dans un match des quarts de finale, c'est grâce aussi au public qui a cru en eux, qui les a supportés jusqu'au bout. Puis, ça laisse un petit peu cette canne, une présence de spectateurs assez importante, et c'est très bon pour les caisses de la CAF, c'est ce qu'on dit. Comment? J'ai pas. C'est bien qu'il y ait le public qui reste un peu attentionné, qui reste avec cette CAF, avec cette canne. Ça va probablement faire les affaires de la CAF. Il y a des rentrées d'argent assez importantes. Oui, c'est sûr, évidemment. Donc, et même pour le spectacle, c'est bien d'avoir. Ça a été compliqué de voir le pays organisateur se faire éliminer au premier tour, par exemple. C'est vrai. Ça a été, même pour le pays même, c'est vrai. La déception aurait été énorme. On va terminer cette page avec une petite parenthèse équipe nationale, puisque la Fédération algérienne de football a publié un communiqué cet après-midi au sujet du futur sélectionneur. Je vais le lire. Donc, le président de la FAF, M. Walid Sadi, procédera ce lundi à l'installation d'une commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures au poste de sélectionneur national de l'équipe nationale A. La commission remettra ses conclusions dans un délai n'excédant pas les 10 jours. Abdelnour Kawa, comment interpréter ce communiqué, cette commission? C'est quoi son rôle?
C'est clair. C'est une commission ad hoc qui va examiner tous les dossiers de candidature. Ah, merci pour Ça, c'est clair. l'explication littéraire. Mais bien sûr, c'est ce que vous venez de dire. Non, mais je crois Voilà, que- pour le grand public, commission. Est-ce que c'est cette commission qui va choisir Habituellement, moi, de ce que je sais au niveau des grandes nations de football, Souvent, on dit que c'est le bureau fédéral qui choisit. ce n'est Là, pas le bureau fédéral. je sais pas, Je suis désolé. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, heureusement. Et je vois un peu ce qui est en train de se passer. Quand on nomme un directeur technique national, ça veut dire quoi? C'est le responsable numéro 1 techniquement du football. Le Il y a un TTN a président- fait une conférence de presse la semaine dernière où il dit qu'il n'est pas associé au travail relatif à l'équipe nationale. Voilà. Donc on retombe dans les mêmes revers où La votre chaise, on va la changer dans c'est quelques... pas un problème. Voilà. Je peux rester debout. Hein. Je vais rester debout, moi. Allez. Donc, ce que je voulais dire, c'est que logiquement, il y a un président, il y a quelques membres du bureau, pas tous, ceux qui sont connaisseurs. Mais là, de là, mettre une commission ad hoc qui va étudier. Donc, si demain il y a échec, ça va être cette commission qui aura échoué. Non, soyons un peu sérieux, mettons les choses au point. Il y a des candidatures qui seront certainement au niveau du secrétariat de la fédération, que le président va voir. Et je pense qu'il y a quand même un directeur technique qui peut donner son avis. Peut-être. Même s'il n'est pas impliqué. Je sais pas. Même s'il n'est pas impliqué. Abdallah, je sais pas. Est-ce que plutôt, je sais pas encore les membres de cette commission, mais je reste persuadé que le DTN Mansoul va faire partie de cette commission. Bon, on en saura demain davantage sur cette commission. J'imagine qu'il sera associé au choix de l'entraîneur, du futur coach. Je me retourne vers un ancien sélectionneur. J'étais son adjoint. Hein. Voilà, effectivement. Monsieur Neril, je peux comprendre Abdel Kawa. Lui, il dit que c'est du ressort du président de la fédération de choisir l'entraîneur. Oui. Et du directeur technique. Et du directeur technique, d'accord. Par le passé, j'ai souvenir, par exemple, pour Zachi, quand il choisit de désigner Alcaraz, il prend seul la décision sans passer par une commission ou bien les membres de son bureau fédéral. D'ailleurs, ces mêmes membres du bureau fédéral qui composaient avec Zachi étaient mécontents, je me rappelle à cette époque-là, puisqu'ils n'ont pas été associés à cette désignation. Ils ont eu vent de cette désignation à la toute dernière minute, quasiment. Pareil pour Mohamed Raouraoua, on lui reprochait le fait de désigner à lui seul les anciens coachs. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Et beaucoup ont parlé du rôle du DTN, justement, et d'une commission, là aussi, pour étudier les différents profils ou CV des entraîneurs. Votre avis sur la question avec l'expérience qu'on vous connaît En toute sincérité, moi, j'y crois pas trop en la désignation de commission. Parce qu'il s'agit d'un transfert de responsabilité qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est clair. Donc, il me rejoint. On est responsable, oui. Quand on est responsable d'un secteur, on prend la responsabilité de désigner. Bien sûr. Walid Sadi peut dire, moi, je suis pas habilité, peut-être sur le plan mais enfin, technique. chacun ses raisons. Je veux dire, chacun ses raisons. Maintenant, moi, c'est mon avis. Après, chacun, il agit. Mais moi, je pense que transférer la responsabilité à une commission, c'est pas la meilleure des Ça façons. peut être un avis consultatif, peut-être. Oui, l'avis consultatif. On ne dit pas que c'est la commission qui va. On La commission demande l'avis. On consulte. remettra ses conclusions Voilà. dans un délai n'excédant pas les 10 jours. Le communiqué ne dit pas que la commission choisira le futur sélectionneur. Le communiqué dit plutôt la commission remettra ses conclusions. Bon, mais Conclusion de quoi? voilà. Par rapport au profil, peut-être qu'elle. De l'entraîneur. Conclusion, voilà, c'est tel entraîneur qui. Peut-être Sadi peut ne pas prendre en considération. Alors pourquoi avoir créé cette commission? On peut en discuter toute la soirée. Moi, je pose des questions. Oui, non, mais c'est vrai, on peut en discuter toute la soirée. Oui, Djilali, vous avez. Je dirais que c'est une commission à titre consultatif, mais la décision sera prise par le bureau fédéral et le président. Ça c'est clair. Ils auraient pu mettre, au lieu de les conclusions, à titre consultatif. Je sais pas. Après, on en saura davantage demain, évidemment, avec la désignation donc de l'installation, de cette commission. Place à présent à la Liga.
Alors, donc pour la Ligue 1, il y a eu aujourd'hui donc un match disputé donc pour le compte de la mise à jour de la Ligue 1, 12e journée, match qui a opposé à Al-Bayt, l'équipe du MCEB plutôt, donc face au CRB Louisded. Et l'équipe locale d'Al-Bayt s'est imposée, on va voir les images, 2-1, donc belle victoire des locaux face à l'équipe du CRB qui était sur 2 victoires consécutives. Nordin Ghazi, j'imagine que vous êtes un peu triste et déçu par cette défaite aujourd'hui du CRB. Oui, surtout parce qu'il y a. Ils sont à 8 points. S'ils avaient gagné ce match, ils seront à 8 points. La pression, s'ils avaient gagné, oui. Ils seraient à 5 points. 5 points, oui. 5 points du Mouloudia. Non, mais s'ils avaient gagné ce match, ils restent à 5 points. Oui. Et pour mettre la pression sur le Mouloudia. Mais le chemin, il est encore là. Il y a le retour. Il faut gagner des points, c'est tout. Il ne faut pas chercher. Il faut gagner le maximum. Les CRB, durant cette phase aller, a raté. Ils ont raté beaucoup de points. Ouais. Et, alors, à chaque fois qu'on les sentait proches, un peu plus proches de recoller au Mouloudia d'Alger, il y a eu cet échec, contre-performance. Comment l'expliquer, Nordin Ghazi, cette saison? Cette saison, il y a eu aussi le changement d'entraîneur, ça a joué aussi sur le groupe. Et il y a d'autres choses. Comme je ne sais pas, mais de loin, je suis sûr qu'il y a des choses. C'est possible qu'il y ait eu des erreurs. Est-ce que l'effectif peut-être n'est pas à la hauteur? Non, il y avait des joueurs qu'il ne fallait pas laisser partir. À l'image de Draoui, le Mérizic. Si on veut jouer la Champions League, il fallait ramener, pas laisser partir. Surtout des joueurs clés comme Draoui. Il fallait trouver. Draoui était en fin de contrat. Même en fin de contrat, il fallait discuter avec eux. Donc selon vous, il fallait mettre le paquet pour le garder. Bien sûr. Sinon, ramener meilleur que ces joueurs. C'est tout. Et vous pensez que les joueurs recrutés n'ont pas été à la hauteur pour l'adaptation? Il faut. C'est vrai que l'effectif a été assez musculé du côté du CRB cet été. Mais ils peuvent faire. C'est vrai que rien n'est encore. Non, rien n'est encore joué. Ils peuvent avoir de bons résultats. Mais il faut y croire. C'est tout. L'objectif numéro 1 du club, c'est la Ligue des Champions, bien évidemment. Dans quelques jours, il y aura ce match face au Ahli du Caire au stade du 5 juillet. Est-ce que là aussi, vous pensez que le CRB a les moyens de rivaliser avec les ténors du continent? Ça va être difficile. Franchement, ça va être difficile. Parce qu'il te faut des joueurs de métier qui peuvent faire la différence. Pour moi, ça va être difficile. Il y a le retour cet hiver de Bouchard, notamment, le défenseur Sofiane Bouchard, qui est de retour. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, il y a des attaquants. Khassef là aussi. Mais les supporters attendaient peut-être un plus sur le plan offensif, notamment. Il faut un tueur dans cette coupe. Il faut des gens de métier. Certains diront qu'on n'a pas, en Algérie notamment, on n'a pas ce tueur. Il y a l'Afrique, il faut chercher. Mettre l'argent nécessaire. Il faut mettre l'argent. Si on veut prendre cette Ligue des Champions, c'est aller le plus loin. Oui, il faut mettre les moyens. Mehdi El Abhi, le président du club, est sous pression, notamment de la part des supporters. Vous êtes un petit peu solidaire avec lui, vous dites que c'est compliqué pour lui. Ça va être compliqué, mais il faut l'aider, c'est tout. C'est pas la fin du monde. Il subit beaucoup de pression, mais il faut l'aider, c'est tout. Il veut du bien au club. C'est un ancien supporter, je l'ai connu quand j'étais déjà joueur. C'est pas. Il a de bonnes intentions, mais c'est pas facile.
C'est pas possible. Mais Eric, justement sur le CRB, un match sans enlever du mérite du MSEB, El Bayad, bien évidemment, on va en parler. Mais on va dire l'information du jour, c'est la défaite du CRB Louis-Z. On voyait le CRB peut-être gagner à Bayad pour recoller au classement, notamment titiller le Mouloudia d'Alger et relancer complètement le championnat. Mais au final, le CRB s'est écroulé. Bah oui, il y a des contre-performances comme ça qui sont... difficiles à digérer. Oui, pour les supporters, mais enfin qui peuvent aussi... c'est le lot de tous les clubs, hein, personne n'est à l'abri. Le CRB encore moins, il m'a semblé en tous les cas un peu plus fébrile que d'habitude. Le CRB de l'année dernière, il était plus entreprenant, plus présent, etc. Là, cette année, effectivement, il y a plus de rivalité, ça c'est clair. Il y a plus de, il y a le Mouloudia d'Alger qui a fait un très bon recrutement, donc qui mène le bal. Et puis bon, et les autres. CRB a beaucoup de matchs en retard qui ont été joués, donc, et puis un effectif qui n'est pas très stable, même s'il y a toujours des changements. Donc voilà, ce qui fait que... Mais le CRB est toujours là, il est à la deuxième place, il est toujours là. C'est vrai qu'il est à 8 points, on peut dire que c'est beaucoup, 8 points, mais c'est 3 matchs, 8 points. Il suffit... Voilà, mais bon, surtout que le Mouloudia j'espère en tous les cas qu'il y aura un meilleur retour pour tout le monde, pour que ça fasse, à la limite, pour qu'on puisse voir un championnat très équilibré et très intéressant. Quand il y a un bon CRB, un bon Mouloudia, un bon JSK, un bon USMA, les équipes qui jouent un peu les premiers rôles. Voilà. Pour le spectacle, j'espère qu'en tous les cas, qu'on aura une phase retour assez palpitante. Djelali Touzé, cette équipe d'Al Bayad, avec tout ce qu'elle a enduré ces derniers temps, et cet accident mortel, de la circulation, cette équipe d'Al Bayad, battue il y a une semaine à domicile par Mouloudia d'Oran, un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, et qui a su se relever en battant aujourd'hui le CRB. Oui, devant surtout cette équipe d'Al Bayad qui revient après un tragique accident. Donc il n'y avait que des contre-performances ces derniers temps. Le réveil s'est fait comme par hasard devant une équipe qui joue pratiquement le titre. Donc je pense que... Cette équipe d'Al Bayad est allée tenir en échec la GS Kabylie il y a quelques jours. Mais elle a perdu à domicile contre le MCE. Mais a tenu en échec la GS Kabylie 0 partout à Tizi-Ouzou il y a 10 jours de cela. Mais aussi, elle est allée tenir en échec Ben Aknoun aussi, et elle est allée tenir aussi à Beskara sur un match nul. C'est vrai. Donc c'est une équipe assez accrocheuse. Malgré qu'elle a eu ce problème-là, donc c'est une équipe qui a un potentiel important de joueurs de qualité. Peut-être ce drame a un petit peu freiné l'élan de cette équipe, mais beaucoup plus du CRB. Je dirais que ce match était peut-être le match de la phase aller. Pourquoi ? Parce que c'est en gagnant, on réduisait l'écart à 5 points. Et peut-être c'est le rebondissement, peut-être c'est le tournant de cette phase aller. Très très bien. Je vais revenir avec vous, puisque cet échec, cette contre-performance du CRB fait les affaires, je le disais, du Mouloudia d'Alger. Pas que, bien évidemment, mais il y a l'USMA aussi. Et la défaite de l'USMA à domicile contre le CSA. J'allais en venir. L'USMA qui perd justement après 6 victoires de suite, qui s'incline là aussi à la surprise générale, même si le match face au CSC, on savait qu'il allait être compliqué, mais on voyait l'USMA là aussi gagner ce match face au CSC à domicile, mais les USMistes ont perdu. Le CRB a perdu. Le Mouloudia bien sûr, ça arrange les affaires de Mouloudia. C'est vrai qu'il y a toute une phase de retour qui va être très difficile pour le Mouloudia, parce qu'ils ont beaucoup de déplacements. Mais quand on voit un peu les résultats des poursuivants, que ce soit le CRB, l'USMA, le CSC à un degré moindre, le Paradou, on s'aperçoit que même si le Mouloudia fait un parcours extraordinaire. Oui, ça c'est... Une seule défaite. Mais le Mouloudia peut là aussi être... Je pense qu'avec la profondeur du banc que le Mouloudia a, beaucoup d'autres équipes n'ont pas,
La preuve, ils ont joué sans Belaïli, sans Belamri, ils ont fait Massa, c'est vrai qu'il y a... Donc, j'ai trouvé bon les jeunes joueurs, les Boucherit, Menzila, et puis Hassan Khouja. Ce qui va à la faveur de Mouloudia, c'est que les poursuivants immédiats font également des faux pas. Donc voilà, des faux pas. On était en train de faire les calculs un peu des matchs retard du CRB et de l'USMA. Le CRB aurait pu se retrouver à 1 point de Mouloudia. L'USMA à 4 points de Mouloudia. Là aussi, l'alignement des planètes fait en sorte que peut-être... Possible, mais quand on revient un peu au Mouloudia d'Al-Bayed, il ne faut pas oublier que l'année passée, ça a été la révélation du championnat au même titre que Khencha. Donc cette année, c'est vrai qu'ils ont été touchés par un accident malheureux, mais on sait très bien que c'est une équipe qui pratique un beau football et qui à domicile est très difficile à traiter. Et ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs à domicile. Ils arrivent à faire quand même des résultats positifs à l'extérieur. Donc on est avec tous les matchs à disputer de cette phase aller. Le bilan donc de cette phase aller avec le Mouloudia d'Alger, donc leader incontesté du championnat, 36 points, 8 points d'avance sur le CRB, 10 sur l'USM Alger et le Paradou AC. Nordin et Gazi, là aussi, quel regard portez-vous sur cette équipe du Mouloudia d'Alger cette saison? Non, ce qui est sûr, ils ont fait un parcours d'un champion. Mais il reste le retour. S'ils vont maintenir cette cadence. Et vous pensez qu'ils ont les... Bon, il y a l'effectif. Ils ont un effectif riche. C'est vrai, la phase retour sera plus compliquée puisqu'il y aura pas mal de déplacements. Voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le CRB, il ne faut pas qu'il lâche. Il gagne des matchs et on va voir qu'est-ce que ça va donner. L'amoureux du CRB, il est toujours derrière. Il lâche pas. Il y a un amoureux du CRB, un amoureux du NED, un amoureux du Mouloudia. C'est plus fort. C'est pas neutre. Et un de la GSK, j'avais vu. Voilà, supporter de la GSK Billy. Bien évidemment, vous l'avez reconnu. Monsieur Niril, justement, cette équipe, plutôt la phase allée, comment, on va dire un petit bilan. Vous avez bien suivi les matchs. On a parlé du Mouloudia d'Alger, évidemment, le CRB, l'USMA. D'ailleurs, les 4 premiers au classement des clubs algérois, bizarrement. Mouloudia, CRB, USMA, Paradou, l'Entente de Sétif, CSC, les 2 clubs de l'Est. Voire les 3 clubs de l'Est, puisque Khenchela suit aussi, suivent après. Saoura, JS Kabylie, Biskra, Beyed, Magra, Aïsouchlef, Benaknoun, MCO, USO. Enfin, je crois que cette première phase, dans l'ensemble, elle a été assez bonne par rapport à ce qu'on a connu par le passé. D'abord, il y a moins de, mis à part le drame qu'a vécu le Beyed, il y a moins de problèmes dans la gestion des clubs. Il y a moins de réclamations par des joueurs, il y a moins de tentatives. Ah, vous trouvez? Oui, moi je trouve que... Peut-être parce que c'est la phase aller, la phase retour, c'est compliqué. Vous m'avez questionné sur cette phase aller. Donc, mon regard porte sur cette phase aller. Parce que dorénavant, c'est les joueurs qui payent pour ce qui est de la contestation. Donc, pour l'instant, je crois que les choses se passent assez normalement. C'est vrai, même au niveau de la programmation, il faut souligner l'énorme travail réalisé par Misloug notamment, comme ça. Même la commission de discipline qui n'a pas beaucoup de travail. Non, donc voilà, une bonne phase aller. On attend mieux, bien sûr. On attend qu'à ce que la phase retour soit meilleure et certainement elle le sera parce que là, on va... Votre équipe surprise de cette phase aller? Surprise, non. Moi, je crois que ce sont toujours les mêmes équipes. Voilà, je ne parle pas des équipes qu'on connaît, telles que le Paradou, telles que le Justement, je vous posais la question parce que je m'attendais à ce que vous me répondiez le Paradou. Parce que moi, le Paradou, après la saison dernière, un effectif qui n'a pas été réellement bousculé. Quelques-uns. Juste ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, effectivement. C'est un petit peu ça la maison du Paradou, c'est que ils savent très bien ce qu'il faut faire. Donc, ils ont un regard très technique et véritablement connaisseur sur leur effectif. Donc, ils savent très bien quels sont les joueurs qu'il faut, les postes qu'il faut pourvoir. L'année dernière, ils avaient un effectif très jeune. Il y avait beaucoup de
De joueurs qui découvraient la division. Absolument, beaucoup de jeunes, et donc ça jouait trop vite, ils étaient emportés, ils étaient toujours dans la portés fougue, vers l'offensive. il manquait un peu de sagesse, un peu de calme dans leur jeu. Un peu d'application aussi. Ils l'ont fait cette année, donc ils ont des joueurs qui ont calmé un petit peu toute cette ardeur. Aujourd'hui, ça joue très bien de ce côté-là. Et puis, bon, il y a aussi qui maintiennent toujours leur cadence. Khenchla, qui me plaît comme équipe parce que ils jouent bien au football. Ils ont un football très léché, très collectif. Ils sont toujours là. Donc, j'attendais un peu mieux du côté du CSC et de la Sawara. De Sétif aussi, mais les Sétif et la JSK, ils sont en pleine mutation. Donc, je disais que pour ces deux clubs, il faudra peut-être attendre l'année prochaine pour véritablement voir. Le MCO Le MCO, dès le début, ils avaient beaucoup de problèmes sur le plan matériel, qui a été réglé sur le plan financier, etc., qui a été réglé, mais aujourd'hui, ils sont dans un engrenage qui fait qu'ils ont du mal à s'extirper. Ils auront une phase retour très compliquée. Ce que je souhaite, c'est de se dégager très rapidement de cet engrenage-là et à la limite d'assurer leur maintien et puis travailler pour que l'année prochaine soit véritablement une année de redémarrage pour le MCO. Avec un mercato, un très bon mercato effectué pour l'instant pour les MCO avec Bakoul, Arji, Kerroum, des joueurs de qualité et d'expérience notamment pour essayer de sauver le club notamment de la relégation, place au classement donc, de cette Ligue 1 après 15 matchs disputés. Alors, on va passer à présent à la rubrique de Touzi, évidemment, et l'équipe type pas de la semaine cette fois-ci, mais de la phase aller après le jingle. Donc c'est la sélection nationale aller. Voilà. Donc, des locaux. Donc, des matchs aller. Donc, Djilali Touzi est, on va le dire, le sélectionneur de cette. Ce n'est qu'un avis. Ah, on peut faire confiance à cette liste. Donc, je dirais que. Il ressent la pression. Tous les joueurs de la Liga sont derrière leur petit écran. Espérons qu'on ne s'est pas trompé. Si vous avez des réclamations, vous pouvez le joindre. Je vais donner votre adresse, comme ça ils viendront directement chez vous. J'essaie d'être correct le plus possible. Oui, on n'en doute pas, J'ai composé par rapport cette fois-ci. Je dirais à la progression de certains joueurs et des joueurs qui confirment aussi par rapport à l'influence dans le rendement individuel et collectif de l'équipe et aussi par rapport à cette régularité dans le rendement et dans la performance et au temps de jeu de chaque joueur. Très très bien. Alors, place à cette composition d'équipe choisie par Djilali Touzi à l'issue de cette phase d'aller. On va la suivre dans quelques instants. Voilà. Alors, on commence par le gardien de but, Moussaoui du Parado, à droite Nechet de la GSK, dans l'axe c'est Keddadi Abdellaoui, au milieu de terrain c'est Zougrana, Titraoui et Dib, à droite couloir Moulay, Belaïli à gauche et Kaddour Kamari à gauche. Vous n'avez pas... J'ai pas parce que j'ai fait J'ai pas... Les remplaçants, non. Non, pas de remplaçant. J'ai donné le choix, il a été fait par rapport à quoi. L'adjoint, c'est qui? L'adjoint. Je viens de découvrir. Patrice Baumel. Patrice Baumel, pourquoi? Parce qu'il a su créer cet équilibre dans cette équipe du Mouloudia. Il a su conserver cette dynamique de victoire. Il a donné une identité de jeu au Mouloudia. Il a toujours réussi à gérer le club dans les moments forts et les moments faibles.
ce qui est important aussi, il a su gérer un groupe, surtout lorsqu'on a des joueurs, pratiquement 20 joueurs de qualité. Parce qu'on est premier du côté du Mouloudia avec Mais c'est 8 une points belle équipe, d'avance. c'est vrai que c'est à la de l'allure. C'est ça, c'est vrai. Mais Après, je vais vous mettre en difficulté. J'ai remarqué qu'il n'y a pas un seul joueur de l'USMA. L'USMA, parce que là, Belhaïd, il n'a pas un temps de jeu conséquent, parce qu'il a été pris pour la CAF. Pour la CAN, oui. Donc c'est pour ça. Allez, je vais vous mettre en difficulté, je vais vous poser quelques questions. Par exemple, C'est un choix. Bayezid, Je suis désolé, c'est un choix. mais en tant que journaliste, je peux poser. C'est un entraîneur national, il a choisi ses Et joueurs. moi, en tant que journaliste, je pose mes questions. Je suis en conférence, n'est-ce pas? Quand vous étiez sélectionneur national, vous posez des questions. Il n'y a pas de souci. Je pose mes Posez la questions. question que vous voulez. Voilà, Bayezid. Bayezid, il y avait un choix à faire entre lui et Naïdji. Peut-être Naïdji, il est beaucoup plus percutant et surtout Naïdji, en plus d'être buteur, il est passeur. Donc le choix a été fait par rapport à ça. Voilà, je ne vais pas poser de questions, donc je vais vous laisser tranquille. Merci, Djilali Touzi, pour cette rubrique. Évidemment, dès la semaine prochaine, retour du 11 de la semaine. Place à présent à la Coupe d'Algérie. Voilà, donc on est de retour sur le plateau pour, donc je le disais, on a joué pour le compte de la Coupe d'Algérie, la compétition populaire bien évidemment, aimée par les Algériens et qui est de retour cette semaine, plutôt durant le week-end avec les 32e de finale. On va commencer donc quelques matchs qu'on a choisis et notamment celui qui a opposé le leader du championnat, le Mouloudia d'Alger, qui était en déplacement à Mila pour affronter l'équipe de Clermont et pas de surprise avec une belle victoire du Mouloudia. Les d'Alger se sont déplacés vers la ville de Mila tôt ce matin et ils ont envoyé, attention, cette sortie du gardien loupé et quel ratage de Naïdji alors qu'il avait la possibilité, ou plutôt Hamidi. Naïdji, il insiste sur le côté droit, frappe encore une fois raté. Naïdji le voilà, Zakaria. Quel loupé et belle passe de Youssef Belaili. Zougarana. Belaili. Naïdji. Zougarana une nouvelle fois. Frappe. Encore une fois. Raté. Pas du tout cadré. Le Mouloudia d'Alger s'est rendu la tâche compliquée en ratant énormément d'occasions. Et le match n'est pas encore terminé. Le voilà Bayazid dès qu'il ouvre le score. Alors que je parlais évidemment de cette première mi-temps qui allait s'achever sur un 0 partout. Et le voilà Bayazid une nouvelle fois qui sauve cette équipe du Mouloudia et qui ouvre la marque à la 45e minute. Et quand on parvient à cadrer, on marque du côté du Mouloudia d'Alger. Et heureusement, j'ai envie de dire pour les Verts et Rouges, qui ont su marquer ce but qui va les libérer sans doute et parfaitement joué par Bayazid à cette proportion et cette frappe et qui n'est pas cadrée. Frappe de Kermiche, le capitaine. Hamid change complètement. Attention, Hamidi. Mais qu'est-ce qu'il vient de rater, Hamidi? C'est pas possible, Hamidi aujourd'hui manque de lucidité face au but. Hamidi, Lemia, Leili, Berzouli, directement vers Naïdji. Naïdji au deuxième poteau. Le but pour Merzougi, mais quelle offrande une nouvelle fois de Youssef Belaili. Une attaque rondement menée par le Mouloudia. Et Naïdji directement a vu Belaili au deuxième poteau et celui-ci qui aurait pu tirer pour marquer redonne ce ballon à Merzougi. Superbe action. Rien à dire. Additionnel et consommé. Et voilà donc l'arbitre Saïdi qui met un terme final à ce match
Et qualification logique du Mouloudia d'Alger. 2-0 devant l'équipe de Clermont. Victoire logique, Mzenéril du Mouloudia d'Alger. J'ai envie de dire que même s'il y a eu domination territoriale de cette équipe du Mouloudia, mais on s'est fait peur un petit peu. Et Bayazid a dû attendre, le Mouloudia bien évidemment, attendre jusqu'à la 45e minute pour marquer ce premier but. C'est un petit peu le problème des équipes qui se sentent, qui sont fortes, qui a eu certaines par rapport à l'adversaire. Donc dès le départ, il y a eu, c'est clair, entre Mouloudia et Clermont, il y a une différence, etc., de niveau. Et c'est un petit peu le problème qui se pose toujours dans ce genre de match. Le joueur ne sait pas trop comment appréhender la rencontre. Là encore, j'estime que le Mouloudia a bien géré le match. Les joueurs ont su gérer le match. Ils n'ont pas été trop inquiétés. Ils ont su marquer là quand ils le voulaient. Donc ça a été un match plus ou moins tranquille pour le Mouloudia. Et il y a eu 2 beaux buts du Mouloudia au niveau de la construction. C'est-à-dire qu'ils auraient pu marquer beaucoup plus à la limite parce que on sentait quand même une certaine maîtrise du jeu de la part du Mouloudia par rapport à son adversaire du jour. On va suivre un autre match, au résumé d'un autre match, celui qui a opposé le MCO à l'équipe de Benitoud. Là aussi, pas de surprise, tout cela résumé par Fatih Abad. Attention sur le côté droit, c'est Boussalem. Boussalem et l'ouverture du score à la 25e minute de jeu. Boussalem d'un tir à l'entrée de la surface de réparation trempe la vigilance du gardien Benyama du CR Benitour. On ne peut pas dire que c'est immérité, non, c'est quand même assez mérité. Et c'est un contre du côté du Mouloudia d'Oran. Toujours Mourad Ben Ayed qui va rentrer dans la surface de réparation. Retrait! Et c'est le but, le même buteur, Ben Salem, à la 79e minute de jeu, 78e minute de jeu. Ben Salem qui reprend un centre du capitaine Mourad Ben Ayed. Attention, nouvelle alerte et 3e but, Mourad Ben Ayed, qui finalement, après beaucoup d'efforts, vient d'inscrire le 3e but pour son équipe. Un joli débordement sur le côté droit de Ben Harran. Attention. Voilà, on est de retour donc avec cette belle victoire du MCO. Vous parliez du MCO contre les Redo. C'est vrai que le club, durant toutes ces années, on a envie de voir le MCO gagner au moins un trophée, notamment cette Coupe d'Algérie. On sent que cette équipe plutôt les supporters de cette équipe ont besoin de victoires. Et ça fait depuis 96, il n'y a pas eu de titre au niveau du MCO. Eh oui, c'est ce qui est dommage. Déjà, le démarrage, au départ, il y a eu des problèmes. Ils ont fait une préparation catastrophique et c'est le résultat. Même s'ils vont revenir, ils vont trouver des difficultés. C'est vrai qu'une terminer la phase allée avec un si peu de points, c'est compliqué. Peut-être la Coupe d'Algérie peut là aussi les aider à retrouver une certaine confiance. À retrouver leurs supporters déjà. Les supporters déçus après notamment la défaite face au Mouloudia d'Alger à domicile. Et à roter un peu les joueurs. Il y a un nouvel entraîneur, il y a des joueurs qui ont été recrutés. Donc, match de coupe, ça peut relancer la machine. Ça peut relancer. Avec un mercato, je le disais tout à l'heure, pour l'instant, il reste évidemment le mercato. Le mercato au MCO se termine demain. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient recruté des joueurs qui avaient été bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas les qualifier par rapport aux problèmes financiers. Certains sont partis déjà. Donc, certains sont partis. Mais là, avec Bakou, notamment. Bakou qui était convoité par pas mal de clubs. Ils peuvent trouver un équilibre pour essayer d'avoir de positiver au niveau des résultats. Très bien, beaucoup plus la sérénité aussi, et le calme. Ouais, le calme, il faut les résultats. Le calme, c'est les résultats. Le club a misé notamment c'est un spécialiste en la matière, Youssef Bouzidi. Ça va être difficile. Ça sera peut-être très stimulant pour la suite. Youssef Bouzidi n'est pas de votre avis.
lui qui est assez expérimenté en tout cas dans ce cas de figure, lui qui a sauvé pas mal de clubs de la relégation. Principalement la JSK. La JSK, le NED, là aussi. Non, mais vous il faut qu'il donne un autre langage. Relève les défis, c'est vrai. C'est pas simple. Vrai, c'est vrai qu'on a tendance à dire, à minimiser. Vous le savez très bien, vous êtes coach. C'est pas simple de driver une équipe qui manque de confiance, notamment. On a beau avoir parfois un effectif de talent, mais quand ça ne gagne pas, parfois ça joue sur le moral. Il faut trouver les mots justes pour faire... Sur ça, on fait confiance à Youssef Bouzidi. Il sait parler aux joueurs. Et on l'a vu. Ils ont ramené un excellent joueur de Biskra, Boussalim, un excellent joueur qui a marqué 2 buts hier. Non, un mercato pour l'instant. En tout cas, sur le papier, on va dire que c'est un mercato assez... De qualité. De qualité en attendant la confirmation. Ça va les... Ça va les booster, effectivement. On va suivre des images aussi des autres matchs, certains matchs de cette 32e de finale, bien évidemment. Il y en a beaucoup, donc on a choisi quelques matchs avec Sid Ahmed Bouraïb. Logique respectée lors de ces 32e de finale où 2 clubs de Ligue 1 ont quitté la compétition prématurément. Le NC Magara qui recevait le CS Constantine s'est incliné par 2-0. Même chose pour l'US Souf, écarté par le Sbenak dont 3-1. Les autres pensionnaires de la Ligue 1 opposés à des clubs de niveau inférieur ont tous validé leur billet pour les 16e, à l'image du Paradou Victoria Ourgla et le tenant du titre chélifien qualifié aux dépens de Barika. L'USM Alger qui affrontait Boukhadra Annaba s'est imposé par 5-2. Opposé à un club d'interrégion, Tazougart en l'occurrence, l'entente de Sétif s'est fait peur mais a réalisé l'essentiel en arrachant le billet qualificatif par 2-1. L'USM Khenchla n'a fait qu'une bouchée du Wydad Boufarik, score large 4-0. A noter également les belles performances de Saoura face à Bouktob et Biskra face à Bourgdir. Dans un match opposant 2 clubs du 3e palier, la JS Djidjil a pris le meilleur sur le Diaïch 2-0. Alors qu'en Ligue 2, la séance des tirs au but a départagé le Neh de l'Ouidad de Mostaganem, qualification des 100 et or. Quant à l'Olympique Arbou, l'équipe est allée s'imposer 1-0 sur le terrain de Benitamo. Il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de l'émission. Un petit mot, messieurs, Medjilali, sur, on va dire, logique respectée, on le disait. Ce match aujourd'hui, il y a eu aussi un match de Ligue 1 qui a opposé 2 clubs de Ligue 1. Avec, alors je retrouve mes fiches, CS Constantine qui allait quand même battre le NC Magara chez lui. Magara préoccupé beaucoup plus par son maintien que la Coupe d'Algérie. Donc, moi, je dirais que la hiérarchie a été respectée, il n'y a pas eu de grande surprise. Et la Coupe d'Algérie n'est pas un objectif pour certains clubs. Elle devient objectif à partir des quarts de finale. Donc, peut-être pour le prochain tour, il y aura des matchs entre les équipes de Ligue 1, là où le sérieux. C'est vrai qu'on aura plus de matchs assez intéressants, notamment. Bon, après, là aussi, le charme de cette Coupe d'Algérie, c'est ces petits clubs, parfois, qui font. Petit Cendrillon, il n'y en a pas. C'est vrai. Bon, il y en a pour le moment, avec notamment chez l'US Chaouia, pardon. C'est vrai que cette équipe évolue en interrégion, mais c'est un... Le Chaoui a joué à la Coupe d'Afrique. Hein. C'est ça, c'est un club assez réputé. Il y a Ben Badis. Il y en a qui se sont qualifiés. Mzianiré, là aussi, en parlant... Il y a une affiche, Saïd. Prochain tour, c'est l'entente de Sétif CSC. Oui, c'est vrai. Là aussi, un beau match en perspective. Là, un match aussi à opposer à un autre match de Ligue 1, plutôt à opposer 2 clubs de Ligue 1. L'équipe de Ben Aknoun qui est allée battre l'US Souf, donc les 2 promus. L'US Souf, c'est clair, pour l'instant, j'ai envie de dire. Je crois qu'ils ont décroché, il me semble. Que sans championnat. Oui, ils ont beaucoup de difficultés à suivre le rythme. Et, bon, je crois il y a eu l'arrivée récemment d'un nouveau coach, Chiban en l'occurrence, peut-être qu'il va essayer d'amorcer une phase retour plus... Je sens que ça sera très difficile, mais enfin, il faut jamais baisser les bras et faire en sorte de retrouver au moins la joie de jouer, et puis bon, arrivera ce qu'arrivera. Ah bah ça, le football, ils ont eu plein de surprises. Ils ont eu le même problème en début de saison que le MCO. Ils avaient recruté des joueurs qui pouvaient pas qualifier. Il y avait un souci au niveau du TMS. Donc c'est
Voilà, merci messieurs. J'ai un message pour vous, Nordin Negazi, donc Kamal Belabed qui vous passe le salut. Vous avez étudié avec lui à la même classe de Saint-Joseph. Oui, c'est ça. On a été ensemble et je voulais le revoir, malheureusement. On va organiser ça. On va organiser ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci en tout cas, Nordin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nous pour revenez quand vous l'invitation. voulez. J'étais vraiment bien accueilli avec mes frères. Abdelnour ما جابش الجاتو malheureusement تكلنا عليه الصغير اللي يجيب الكاطو شكون اللي يسال فينا؟ Mais je savais pas. Sinon, j'aurais مرة الجاية. Y a pas de Merci souci. مزيان d'avoir été avec nous. Merci à tous et puis bon, à la prochaine. Inch'Allah, merci Djilali, merci Abdelnour. À bientôt. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous là aussi, fidèles comme chaque dimanche soir. Merci à toute l'équipe technique de la régie 2, à Saïd Bouhadjoum pour la réalisation, Hanan au script et à toute l'équipe des journalistes. Je vous dis à dimanche prochain.